Bonjour et bienvenue dans cette émission du 19 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du pseudo-consensus scientifique en faveur des mesures de contrainte présentées comme anti-Covid. Rappelons-nous de ce que nous avons déjà montré au cours des épisodes précédents. Tout d'abord, le Covid-19 a été une épidémie bénigne selon tous les standards pertinents, l'amplitude et la dangerosité de l'épidémie, la morbimortalité comme on l'appelle, l'encombrement des hôpitaux, bref, une épidémie de taille modérée à faible. Rappelons également que la science et les bonnes pratiques commandaient de laisser nos sociétés vivre le plus normalement possible en protégeant les personnes à risque et en laissant les médecins généralistes soigner leurs patients avec les moyens et les remèdes du bord. Et rappelons pour terminer que jamais aucun plan pandémie n'avait prévu des mesures aussi brutales et absurdes que celles qui nous ont été infligées et dont j'ai rappelé toute la genèse et l'origine. Mais donc, on nous a affirmé que ces mesures absurdes et destructrices étaient absolument nécessaires et soutenues par un consensus scientifique quasi absolu. Un pseudo-journaliste scientifique, je veux dire, c'est facile d'avoir l'étiquette, mais encore faut-il fournir le travail. Monsieur Yvan Pendelet du média de propagande en ligne ID News a par exemple répondu à un tweet, voyez, fin mars 2023. Ah, je pense que vous êtes anti-masque, étant donné ce qu'écrivait l'autre, et donc sur une ligne en décalage avec les 99,9% des experts qualifiés et les évidences scientifiques, en faveur du port du masque. Et donc ce monsieur ne sait même pas que même en salle d'opération, on n'a jamais pu démontrer que le masque avait une efficacité sur les virus et même les bactéries, et qu'il n'était recommandé dans aucun plan pandémie et que toutes les recherches sérieuses qui ont été faites depuis 3 ans ont confirmé son inutilité, mais aussi les dommages qu'il tente à créer. Mais pour M. Pendelet, 99,9% des scientifiques sont d'accord avec l'absurdité à laquelle il croit. Autre exemple, je vous présente Alexis Favre, journaliste avec pas mal de paires de guillemets, présenté par la presse People en Suisse. Vous voyez, beau gosse torturé, il brille de 1000 feux sur le plateau de l'émission de débat où il n'a invité que les représentants des autorités et de la science corrompue. Et puis, voyez, on précise dans le sous-titre, dans une suite d'hôtels à Genève, d'habitude, il ne porte pas de pyjama. On l'a échappé belle, mais peu importe la vie privée de M. Favre, ce qui importe, c'est son comportement professionnel. Et notamment, il s'est targué d'expliquer au docteur Édouard Broussalian. Il est mal tombé, parce que Édouard Broussalian est un immense médecin qui connaît très bien la science. Mais donc, Alexis Favre s'est piqué d'expliquer au docteur Broussalian que la science, c'était le consensus. Alors, bon, il n'a pas très bien compris de quoi il s'agit. Mais quand on regarde là encore les tweets que M. Favre s'est permis de faire circuler, on se dit qu'il y a un petit manque de QI pour pouvoir comprendre un certain nombre de phénomènes. Premier, je ne comprends toujours pas pourquoi le principe même de vaccin, pratique séculaire s'il en est, devient un sujet majeur de controverse. À quand les anti-dentifrice, les anti-raviolis, les anti-sagittaires? Donc, M. Favre n'a pas compris qu'une injection génique expérimentale, soi-disant immunogène, à base d'ARN messager, et ça n'est en réalité même pas de l'ARN messager, étant donné que c'est un ARN synthétique encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, et donc que ça n'a juste rien à voir, que c'est une plateforme technologique complètement nouvelle sur laquelle nous n'avons aucun recul, ça, effectivement, c'est hors de sa portée. En décembre 2021, il disait « Mais pourtant, les choses sont simples à comprendre. Il y a un mauvais virus qui tourne. » Je vous rappelle que l'épidémie, techniquement, s'est arrêtée en avril 2021. Là, on est quand même plus de 6 mois plus tard. Des gens ne sont pas immunisés parce qu'ils refusent un vaccin. Alors, il faut prendre des mesures pour éviter l'effondrement, le pass sanitaire et protéger tout le monde, à commencer par eux. C'est si compliqué que ça, ajoute M. Favre.
Ben oui, en tout cas c'est plus complexe et on savait dès le printemps 2021 que le pass sanitaire n'avait aucun sens, que Pfizer n'avait pas testé l'effet de l'injection sur la contagiosité, que à l'inverse les personnes injectées tombaient plus souvent et plus gravement malades, enfin tout un ensemble de choses qui, si Monsieur Favre avait été un journaliste et fait son travail, il aurait eu une chance de les découvrir, mais comme il s'est contenté d'ingurgiter la doxa et de rester dans le monde de Mickey, où il y a les bons et les méchants. Donc l'Ukraine, c'est les bons, les Russes, c'est les méchants. Les pharmas, c'est les bons, ceux qui critiquent les pharmas, c'est les méchants. Et ça permet à Monsieur Favre de dire c'est pas si compliqué. Effectivement, dans ce monde-là, les choses ne sont pas très compliquées. Mais ça va beaucoup plus loin. Regardez. Un universitaire roman, Monsieur Pascal Wagner-Egger, qui sévit depuis 3 ans aux frais du contribuable, c'est quand même nous qui payons son salaire. Écoutez bien, a déclaré au mois d'août 2021, sur la question « Le Covid-19 s'est-il échappé d'un laboratoire ?» il explique pourquoi il est inutile, contre-productif, voire dangereux, de croire que le Covid-19 s'est échappé d'un laboratoire. Alors on sait aujourd'hui qu'il a été fabriqué en laboratoire, que c'est le département de la défense américain qui était à la manœuvre, que le soi-disant vaccin a été construit au parallèle au virus. Est-ce qu'il s'est échappé? Est-ce qu'il a été relâché intentionnellement? C'est la seule question qui subsiste. Tout ça est connu aujourd'hui. Il y a eu des dépositions devant le Congrès américain qui ont confirmé tout ce que je vous annonce. Mais donc, pour ce grand universitaire, se poser la question est dangereux. Et donc, vous voyez, il s'exprime dans la presse, auteur du livre « Méfiez-vous de votre cerveau, connaître nos biais cognitifs permet d'éviter les manipulations ». Manifestement, il ne connaît pas suffisamment bien son cerveau, en tout cas, il ne s'en méfie pas suffisamment bien. Alors, ceci posé, autour du consensus, qu'en est-il réellement ? Il faut rappeler pour commencer que l'idée même de consensus est absurde. Le consensus, c'est la mort de la science. Le propre d'une théorie scientifique, c'est sa réfutabilité. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être réfutée pour avoir une valeur. C'est le contraire de l'idéologie, du fanatisme ou du dogmatisme. Et donc, l'idée même de consensus scientifique est une absurdité. Cela dit, il est vrai qu'il y a souvent un nombre significatif, majoritaire, d'experts qui adhèrent à une hypothèse, ça ne la rend pas à coup sûr véridique. Mais en l'occurrence, si les journalistes et M. Wagner-Egger avaient fait leur travail, ils auraient découvert que le vrai consensus international était à l'encontre des mesures absurdes qui nous ont été déposées. Et notamment, le texte qui a été le plus soutenu par la communauté scientifique à travers le monde est la fameuse déclaration de Great Barrington, proposée par 3 épidémiologistes de réputation mondiale, Martin Kulldorff, qui était à la faculté de médecine de Harvard, Jay Bhattacharya de la faculté de médecine de Stanford et Sunetra Gupta de la faculté de médecine de l'université d'Oxford, excusez du peu, et qui plaidait simplement pour l'application des mesures que l'on savait être justes et efficaces, celles qui étaient prévues dans les plans pandémie. Et la déclaration de Great Barrington a obtenu le soutien de 50 000 signatures en 10 jours, dont 25 000 médecins hospitaliers et privés et 9 000 scientifiques actifs dans le domaine de la santé. Ça n'a cessé d'augmenter, on est aujourd'hui à pratiquement 1 million de signatures, dont plus de 16 000 scientifiques et experts et pratiquement 50 000 médecins. Ça, c'est le scientifique, c'est le consensus des gens honnêtes et des scientifiques. En septembre 2021, lors du Global Covid Summit, plus de 8000 scientifiques et médecins ont dénoncé des politiques sanitaires criminelles, dont quelques-uns des plus grands spécialistes dans leur domaine, comme Peter McCullough, comme Gerd van der Bosche, comme Pierre Corry, comme le docteur Malik. Donc vraiment des sommités mondiales, 8000 d'entre eux réunis, mais évidemment que la presse n'en a pas parlé. Plus tard, 17 000 médecins et scientifiques ont démonté le mythe de la pandémie au mois de mai 2022. Et puis, quand les injections géniques expérimentales ont été mises sur le marché et que la réalité des effets indésirables a été découverte, plus de 15 000 médecins et scientifiques ont
énoncé une déclaration de crise médicale internationale en demandant l'arrêt immédiat des campagnes d'injection. Sans même évoquer le fait qu'en France, 1 million de personnes ont signé une pétition, dont beaucoup de soignants évidemment, contre le pass et la discrimination déposée à l'Assemblée nationale. Donc, si on parle de consensus, soyons sérieux. Ou en tout cas, nommons que si les experts corrompus ont de manière très unanime pris position en faveur de l'absurdité qui nous a été infligée, beaucoup de gens se sont exprimés dans l'autre sens. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme l'explique Jay Bhattacharya, la déclaration de Great Barrington a posé un énorme problème à Anthony Fauci, parce qu'elle a précisément révélé au monde le mensonge selon lequel il existait un consensus scientifique en faveur des mesures de confinement. Et donc, on a aujourd'hui des preuves qu'il a manigancé, on appelle ça une conspiration, un complot, une manipulation, pour essayer de mettre hors d'état de nuire une déclaration recueillant un grand nombre de soutiens pour rappeler la réalité des bonnes mesures. Et donc, on a des extraits d'emails obtenu au titre de la loi sur la transparence de l'information, où on voit effectivement le directeur du NIH, tout aussi corrompu de Fauci, qui dit « Attention, il y a cette initiative promue par des épidémiologistes marginaux », écrit-il. Alors, Stanford, Harvard et Oxford, c'est vachement marginal. Ça m'inquiète beaucoup, il faut absolument réagir de manière rapide et dévastatrice pour démolir cette initiative. Est-ce qu'on est en train de faire quelque chose ? Et quelques jours plus tard, Fauci dit « Oui, je suis intervenu très fermement devant la presse et il a préparé tout un kit de propagande pour mettre en échec la déclaration de Great Barrington. » On sait comment Wikipédia aujourd'hui est un instrument de manipulation aux ordres essentiellement de la CIA et de l'État profond. Et donc, par exemple, sur Wikipédia, mais dans tous les médias mainstream, l'initiative a été présentée d'une manière totalement déformée, en prétendant qu'elle partait du principe qu'il fallait laisser mourir les gens sans se préoccuper d'eux, ce qui est d'une stupidité et d'une méchanceté absolue, mais totalement en contradiction avec le contenu de la déclaration. Et donc, quelques journaux, dont le Wall Street Journal, ont souligné comment Fauci et Collins avaient procédé pour interdire tout débat autour du Covid. Alors, il faut savoir que Martin Kulldorff et Jay Bhattacharya se sont associés à une plainte déposée par les procureurs des États du Missouri et de la Louisiane contre l'État fédéral, qui a organisé la censure de la vraie science, de la science honnête, et qu'ils ont obtenu une audition du docteur Fauci qui a duré toute une journée sous serment. Alors, il avait perdu la mémoire, donc il se souvenait à peu près de rien, mais il a osé déclarer non, mais vous savez, moi j'ai des fonctions tellement importantes que j'ai pas le temps de m'occuper de choses aussi insignifiantes que la déclaration de Great Barrington. Alors une nouvelle fois qu'on a les emails qui montrent qu'il était au courant du fait que c'était inquiétant pour leur plan et qu'il a dit « je m'en suis occupé de manière extrêmement vigoureuse ». Et donc Rand Paul, sénateur du Tennessee, lui a posé la question, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'utiliser votre salaire de 420 000 $ pour chercher à démolir des scientifiques qui sont en désaccord avec vous est un peu exagéré, mais évidemment, il en faudrait plus pour inquiéter Anthony Fauci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait face à une entreprise de désinformation et de propagande absolument monstrueuse qui a commencé par le fait qu'au lieu de confier la responsabilité de prendre les bonnes mesures aux meilleurs experts dans les différents pays, vous voyez, Kulldorff pose la question. Sunetra Gupta à Oxford est la meilleure spécialiste au monde des épidémies infectieuses. La meilleure. Donc quand la pandémie est arrivée, pourquoi est-ce qu'on a demandé à Jeremy Farrar du Wellcome Trust, à Bill Gates, au docteur Tedros de l'OMS, à des gens comme Neil Ferguson ou Fauci de répondre, plutôt que de laisser les vrais experts mondiaux s'en occuper. Jay Bhattacharya souligne bien sûr que l'établissement, c'est-à-dire la mafia aux commandes dont il s'agit, avait besoin d'une illusion de consensus. Et donc, que des bureaucrates de la science et des financeurs, comme le sont Fauci et Gates, ont joué un rôle absolument central pour imposer les confinements à la planète entière. Ils ont créé une illusion de consensus en supprimant les avis divergents scientifiques
Et les politiciens comme les journalistes ont échoué à assumer leur responsabilité qui était de garder un point de vue sceptique, ouvert, critique, avec du doute sur ces réalités. Alors Bhattacharya insiste sur le fait que la conséquence de ce genre de pratique est une destruction de la science. On détruit la santé publique, on détruit la science. C'est l'équivalent, dit-il, du fait de brûler des livres au Moyen-Âge. Et quand le représentant Roy aux États-Unis lui a demandé « Mais quel effet la censure médicale a-t-elle eu sur la profession et le domaine scientifique ?» Il a dit « Ça a été une catastrophe. Nous avons privé le peuple américain d'un vrai débat, d'une vraie discussion. La censure tue la science. » C'est vrai partout. C'est vrai aussi que la principale source de désinformation ont été les gouvernements et les médias qui ont utilisé des techniques de propagande pour détruire la réputation et la carrière des personnes intègres qui se sont opposées à cela. Les Lockdown Files en Angleterre ont révélé comment le gouvernement s'était occupé, là encore, de chercher à détruire la réputation de certains des meilleurs scientifiques, dont Carl Heneghan, qui est directeur du Centre pour l'Evidence-Based Medicine d'Oxford, un des meilleurs scientifiques au monde, qui avait écrit un papier en novembre 2020, les 10 pires échecs des politiques anti-Covid, eh bien, ce monsieur a été attaqué délibérément par des officines de propagande commanditées par le gouvernement britannique. Et dans cette réalité où certains scientifiques sont devenus des fanatiques religieux, le scientisme qui a prévalu dans la bouche et sous la plume des corrompus n'a plus rien à voir avec la science. C'est ce que Michael Esfeld, professeur de philosophie des sciences à l'université de Lausanne, a montré. Il a affronté dans un débat télévisé Didier Pittet, qui, je le rappelle, est cet infectiologue engagé par Macron pour dire, je cite, que la gestion française de l'épidémie a été globalement assez remarquable et qui a tiré à boulet rouge sur la Suède. Ça situe un peu la compréhension du personnage. Mais donc, Michael Esfeld s'est fait attaquer par la presse romande et notamment un Canard extrêmement critiquable dans ses positions 24 heures, qui est la presse populaire vaudoise, qui a fait tout un article sur Michael Esfeld, le prof rebelle qui embarrasse l'université de Lausanne. Pas de recadrage pour le prof de philo contestataire. Oui, effectivement, le rectorat a dit que la liberté académique commandait de le laisser parler. Mais voilà, vous voyez, on jette la suspicion sur un homme qui, lui, savait de quoi il parle. Un traitement similaire a été réservé à votre serviteur, attaqué au mois de mai 2020. Toute une émission m'a été consacrée sur la principale radio de Suisse romande à 1 heure de grande écoute pour dire pourquoi il fallait absolument pas m'écouter et que j'étais quelqu'un au curriculum douteux. J'avais été invité une 50aine de fois par la radio-télévision suisse pour parler de plein de questions, notamment la santé, mais tout d'un coup, je devenais douteux. Et donc, la question pour terminer, pourquoi ce rôle des médias ? L'ancien directeur du renseignement national américain John Ratcliffe, lui, le dit très clairement, les grands médias ne couvriront pas la corruption parce qu'ils sont co-conspirateurs et complices de tout. Je ne pense pas qu'ils l'ignorent, a-t-il dit, dans une interview à Fox, mais également dans des auditions devant le Congrès, mais plutôt qu'ils ont peur. Vous devez garder à l'esprit qu'ils sont tous co-conspirateurs dans cette affaire, ils ont tous participé, l'enjeu est tellement important, et si l'affaire s'effondre, ce ne sont pas seulement les hommes politiques qui en subiront les conséquences, mais tous les scientifiques et les journalistes corrompus ou imbéciles, ça a été le cas de beaucoup d'entre eux qui ont juste rien compris à ce qui s'est passé. Maintenant, quand on ne comprend pas ce dont il s'agit, on se tait, on ne prétend pas savoir, et donc voilà, le consensus en question n'a jamais existé, en tout cas pas sous la forme sous laquelle on nous l'a présenté. À bientôt.